Bien, on est ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire de l'IFEP dont l'intitulé est euh, Le bien-être au travail conditionne-t-il l'expérience patient? Point d'interrogation. L'enjeu de cette nouvelle séquence de l'IFEP, c'est évidemment d'explorer à nouveau l'expérience patient sous un angle différent. Et on va avoir le plaisir de le faire en compagnie de deux hôtes de marque. Alice Casagrande, qui est directrice de la formation, de l'innovation et de la vie associative à la FEAP. Bonjour Alice. Bonjour à tous, ravi d'être là aussi, merci beaucoup. Et également en compagnie de Benoît Méronin. Benoît Méronin, qui est professeur associé à l'école Grenoble École de Management et qui est un spécialiste de l'éthique du care, sujet que, évidemment, on va débattre avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme d'habitude, on va prendre un tout petit moment pour dire un petit mot, très court mot de l'IFEP. L'IFEP, vous le savez maintenant, hein, c'est notre association, une structure dont l'objectif est de promouvoir l'expérience patient dans le système de santé. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de donner corps à cette notion d'expérience patient qui est de plus en plus utilisée, de plus en plus connue. Alors l'IFEP en donne la définition suivante, hein, l'ensemble des interactions et situations vécues par une personne ou son entourage au cours de son parcours de santé. Et on insiste aussi sur la deuxième partie de notre définition, à savoir que les interactions dont il est question, elles sont façonnées aussi, et on va le voir dans le cadre du thème du jour, par l'organisation et les personnes qui constituent cette organisation, et par la singularité, par l'histoire de vie de chaque personne, chaque usager au sein du système de santé. Alors l'IFEP, c'est un centre de ressources, hein, vous ne le découvrez pas, à travers notre site internet, vous avez régulièrement des articles, vous avez des ressources qui sont mises à votre disposition pour explorer encore une fois sous des angles très différents cette notion d'expérience patient. Encore récemment, nous avons mis à votre disposition les travaux de nos deux groupes de travail, l'un qui porte sur l'expérience des proches et l'autre qui porte sur le parcours administratif et hôtelier des patients, donc deux ressources qui sont désormais disponibles et en accès libre sur notre site internet. On vous invite à aller les parcourir. C'est des documents assez courts, hein, 4 pages, qui se veulent extrêmement pratiques. Alors, notre association, vous pouvez la rejoindre, hein, tous les participants qui sont aujourd'hui présents, qu'ils soient professionnels de santé, membres d'associations, simples citoyens, collaborateurs d'entreprises de santé, vous pouvez devenir membre de l'IFEP en allant sur notre site, ce qui vous donnera accès à des ressources en accès privilégié, et puis aussi la possibilité de poursuivre en comité restreint nos webinaires qui se passent toujours en deux temps. La première heure pour le public le plus large, et puis on consacre une demi-heure supplémentaire avec les membres de l'IFEP. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Aujourd'hui, un thème important, celui du bien-être au travail des soignants. Dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons, peut-être un thème qui a un écho particulier, parce que beaucoup de Français, quelque part, ont découvert à l'occasion de cette crise les tensions qui traversent l'hôpital notamment et le stress avec lequel les professionnels de santé doivent composer. Donc avec la question que nous nous posons aujourd'hui, le bien-être au travail des soignants conditionne-t-il l'expérience patient? Je crois vraiment qu'on est au cœur de notre problématique à l'IFEP, au cœur des questions qu'on peut se poser quand on évoque la notion d'expérience patient. Est-ce que la manière dont les professionnels de santé, et en particulier les soignants, se sentent, le bien-être ou le mal-être qui est le leur, a-t-il des conséquences sur la manière dont ils prennent en charge les patients? Et à contrario, peut-on imaginer que leur état de bien-être ou de mal-être n'ait pas de conséquences sur les patients? Et donc, que faudrait-il faire pour que, évidemment, ces conditions d'exercice au travail soient les meilleures possibles pour qu'on ait une expérience patient de qualité?
Donc, pour éclairer ces deux sujets, on a la chance d'avoir deux experts et on va tout de suite, sans plus tarder, donner la parole à Benoît Méronin, dont je vais afficher le diaporama. C'est à toi, Benoît. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous. Donc effectivement, Amal le disait, expert de l'éthique du care, c'est un bien grand mot, mais en tout cas expert du care, effectivement, dans ce que ça peut vouloir dire finalement du point de vue managérial, puisque mon sujet à moi, c'est moins l'éthique que le management. C'est un sujet que j'explore depuis 2017. Sur lequel j'ai co-signé un ouvrage donc avec un collègue philosophe, professeur de philosophie, et un autre gestionnaire, de façon à explorer ce que j'ai appelé donc le management par le care, qui est un sujet d'actualité évidemment, j'ai envie de dire malheureusement du fait de la pandémie, et qui a donné lieu à beaucoup de prises de parole, beaucoup de publications. J'ai pris juste pour illustrer la slide de titre l'ouvrage, le petit opuscule co-signé par donc une politique et une philosophe qui permet finalement une cinquantaine de pages de comprendre de quoi il ressort. Alors moi, ce que je te propose, c'est de passer toute la première partie pour aller tout de suite à la notion de care. Parce que j'avais prévu une introduction, mais un peu trop longue, et je voudrais maîtriser le temps pour que Alice derrière puisse. Voilà, on va passer toute cette première partie-là. De toute façon, on donnera l'intégralité des diapositives à nos participants, donc il n'y aura pas de frustration. Le care en deux slides. Alors la première, c'est pour resituer un petit peu les choses par rapport à ce que vous avez peut-être en tête, c'est-à-dire finalement, je me suis rendu compte en intervenant au milieu hospitalier que évidemment, quand on est face à des publics professionnels du soin, bon voilà, la notion de care, elle peut sembler évidente, mais finalement, quand on creuse un petit peu, je me suis rendu compte que l'éthique du care en tant que telle, c'était pas forcément un sujet que les gens connaissaient, dont ils avaient entendu parler finalement durant leur parcours. Donc, quand on dit éthique du care ou les éthiques du care, ça renvoie à une forme d'éthique donc qui vient des États-Unis, qui est née au début des années 80, donc sous la plume d'une psychologue américaine qui s'appelle Carol Gilligan, et la première à avoir véritablement formulé cette proposition, finalement, cette forme d'éthique, elle appelait l'éthique du care, dans le cadre d'une réflexion féministe qui n'a a priori pas grand-chose à voir avec le sujet, mais pour autant, elle a donné lieu finalement à tout un champ de réflexion depuis 40 ans, dans quasiment tous les domaines d'ailleurs des sciences humaines et sociales, que ce soit donc en psychologie, en sociologie, en philosophie, en économie également. Par exemple, en France, il y a un économiste qui s'appelle Emmanuel Petit qui travaille sur l'économie du care. Et donc, finalement, 40 années de travaux en sciences humaines et sociales, mais paradoxalement, quasiment rien ou très peu de choses sur le plan du management. Deuxième temps, Joanne Tronto, toujours une américaine, cette fois dans le domaine des sciences politiques. Et c'est elle qui va d'une certaine manière inspirer Martine Aubry quand, en 2010, quelque part, la première, en tout cas en tant que femme politique en France, va parler d'une société du care. Ça va faire un gros plouf à l'époque, ça va pas parler, ça va pas faire écho, mais pour autant, voilà, il y a eu une réflexion politique dès l'origine d'ailleurs avec Carol Gilligan, mais en tout cas qui va gagner en épaisseur par la suite pour se dire finalement le sujet du care, c'est pas qu'un sujet d'éthique, c'est pas qu'un sujet pour les soignants, c'est un sujet sociétal. On peut s'interroger sur ce qu'est finalement une politique du care à l'échelle d'une nation, ou ce que veut dire finalement être dans une société du care ou pas. Et puis on en arrive au monde des soins, plus spécifiquement avec voilà deux personnes qui sont évidemment éminentes. Cynthia Fleury qui dirige la chaire de philosophie à l'hôpital, psychanalyste bien connue, philosophe. Donc qui, entre autres choses, explore le sujet du care, mais pas que. Et puis Walter Esbin, que j'aime beaucoup, voilà, qui, au sein de l'Institut La Source, explore voilà, toute une réflexion autour du soin, et puis qui en particulier, évidemment, s'intéressait à l'éthique du care. Puis j'en arrive à mon sujet, pour finir, donc qui est vraiment le sujet du management. Et qu'est-ce qu'on peut faire finalement, nous, spécialistes du management, de cette forme d'éthique, au-delà de l'enseignement de l'éthique du care dans des écoles de management, pour compléter quelque part l'enrichissement des réflexions autour du management, de ce qu'on appelle l'éthique des affaires, mais d'en arriver plus profondément à se dire qu'est-ce que ça inspire, ou qu'est-ce que ça nous dit du management éventuellement. Donc, slide suivante, s'il te plaît, Ama. Finalement, la meilleure façon de vous parler du care, une fois que j'ai refait un petit peu la jeunesse, c'est important de se redire ça, c'est finalement de la définir à travers des mots-clés. Il y a plein de définitions, elles sont plutôt philosophiques, alors finalement on peut y passer des heures carrées. Moi, je préfère partir d'une trame de quelques mots-clés qui, pour moi, la définissent. Au centre, évidemment, c'est la notion de prendre soin. Care, en anglais, c'est un terme qui est assez riche,
qui désigne à la fois le geste technique, hein, le fait de rendre service à quelqu'un, de l'aider, mais aussi la posture dans laquelle on est, l'attitude que l'on a vis-à-vis de l'autre, finalement, dans l'envie ou pas, d'ailleurs, de lui porter assistance. Mais en tout cas, il y a cette notion de prendre soin. Si on prend soin, c'est parce qu'il y a des vulnérabilités. Et la notion de vulnérabilité, elle est fondamentale dans l'éthique du care, parce qu'elle nous dit finalement, l'être humain, le principe de base, c'est pas de considérer qu'il est autonome, c'est plutôt de considérer qu'il est vulnérable, que la vulnérabilité, elle est présente tout au long de la vie, et que finalement, à tout moment de notre vie, parce qu'il y a aussi ce deuxième principe qui est celui de l'interdépendance, nous recevons et nous donnons des soins. Et ça, c'est fondamental, parce que ça veut dire que on est dans des relations donc d'interdépendance, on a besoin les uns des autres, et que de la petite enfance jusqu'au grand âge, à la perte de dépendance, le cas échéant, eh bien, on est inscrit donc dans ces relations de soins, et ça n'est jamais unilatéral, je reçois et je donne des soins. Ce principe donc de réciprocité, il est fondamental, et du point de vue managérial, pour moi, il est important, parce que ça veut dire que je suis pas simplement moi en tant que manager, celui qui prend soin de mon équipe, je suis aussi celui qui a besoin qu'elle prenne soin de moi en retour. L'éthique du care, elle met aussi beaucoup en avant quelque chose qui est important du point de vue du management, là aussi, c'est l'écoute. Pas considérer que l'on connaît, que l'on sait de quoi ont besoin les publics que l'on sert, mais de toujours s'efforcer de mieux comprendre en fait leurs besoins, leurs attentes, mais aussi d'avoir des feedbacks et de rechercher en fait leurs feedbacks. Là aussi, c'est les logiques d'enquête derrière, d'enquête qualité notamment, se dire, on part pas du principe que l'on sait faire et que l'on délivre, mais on peut aussi considérer qu'on a besoin de s'améliorer, que finalement, avoir le retour de l'autre, c'est important pour s'améliorer. Je le disais, c'est pas qu'une posture, c'est vraiment aussi les actes. C'est une éthique, je dis souvent sur les mots, je dis l'éthique du care, c'est aussi une éthique du faire, F-A-I-R-E. Donc, et j'aime beaucoup cette définition d'ailleurs de ce qu'est la relation de service. Servir, c'est prêter attention à l'autre, à ses besoins. Et donc, ça relie vraiment très fortement la notion de service, de relation de service et la notion de care. Le care, c'est aussi la reconnaissance. Dès l'ouvrage séminal de Carol Gilligan, elle pointait un paradoxe de nos sociétés qui est de dire finalement celles et ceux qui prennent soin ne sont pas forcément les mieux considérés dans nos sociétés. Alors ça, depuis un an, on en a beaucoup parlé, et ça a été notamment tous les débats autour des invisibles, celles et ceux, et pas que à l'hôpital d'ailleurs, y compris ceux qui nous permettent de nous alimenter ou tout simplement de vider nos poubelles. C'est tout un tas de métiers de service en général qu'on ne voit pas ou peu, qu'on reconnaît assez mal et qui fondamentalement font quand même que nos quotidiens sont juste tout simplement possibles, y compris dans l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, ce thème de la reconnaissance est beaucoup plus profond que simplement la surface qu'on lui donne, on va dire plus traditionnellement en management. Dernière notion qui est centrale aussi, qui reboucle par rapport à la notion de vulnérabilité et le cas échéant de perte d'autonomie, c'est la notion de pouvoir d'agir, c'est-à-dire d'être acteur de sa vie et de se dire finalement comment en permanence j'ai le souci de redonner à l'autre une marge de manœuvre sur sa vie. Et je mets versus assistanat parce que très souvent quand on s'exprime sur le sujet, les gens vous disent ah mais tout ça c'est bien gentil mais c'est un truc de bisounours, on enferme les gens dans l'assistanat, on prend soin d'eux. Je dis surtout pas ça. L'éthique du care, c'est bien au contraire quelque chose qui dit comment je crée en permanence les conditions pour que la personne retrouve une forme de pouvoir d'agir sur sa vie. Je ne fais pas à sa place, je crée les conditions, dans la mesure du possible, bien sûr, compte tenu de son état, pour qu'elle soit en capacité de faire. Alors pour terminer, j'en arrive maintenant donc à la deuxième partie sur le lien avec l'hôpital. Alors effectivement, Cynthia Fleury fait partie des gens, et il y en a d'autres, mais qui contribuent avec nous ce soir modestement à faire émerger ce sujet de l'éthique du care à l'hôpital. Et puis je voulais terminer par un exemple concret. Celui de l'hôpital ici, en l'occurrence de Villefranche-sur-Saône, à qui j'ai eu le plaisir de travailler il y a une dizaine d'années. Finalement, j'ai fait du care sans le savoir à l'époque, comme d'aucuns font de la prose, voilà. Et finalement, à travers un projet qui était à la fois la transformation des lieux, la transformation des environnements de travail, de travailler sur la qualité de l'accueil à l'hôpital, et puis de travailler également sur la transformation de la maternité. Et finalement, de toucher du doigt ce que cela pouvait vouloir dire que de créer des espaces qui prennent soin des soignants, mais aussi des publics. Et qu'est-ce que ça voulait dire aussi que de travailler sur, quand on parle du métier de l'accueil à l'hôpital, qui n'est pas le métier le plus valorisé en général, de travailler sur une vraie reconnaissance de ce métier-là. Et ça passait notamment donc par la qualité des lieux, cet environnement de travail, et puis par un accompagnement de l'équipe, mais aussi par, du point de vue architectural, le fait de chercher à créer des espaces, notamment un espace de pause, mais aussi un espace qui permettait d'avoir des positions de back-office pour toutes les tâches de traitement qu'elles effectuent auparavant en front office au contact des patients ou des visiteurs, ce qui générait des situations conflictuelles permanentes, puisqu'un petit chevalet marqué guichet fermé ne suffisait pas à les laisser tranquilles.
Et que donc, prendre soin d'elle, c'était se dire, quand vous êtes en back-office, vous vous levez, vous allez à l'arrière et vous êtes tranquille, donc vous êtes plus performante, mais vous n'êtes plus, voilà, vous n'avez plus à être confronté au mécontentement du public qui ne comprend pas pourquoi vous êtes là sans être là. Voilà, donc c'était vraiment par petites touches d'arriver à créer cet environnement de travail qui prenne soin, en plus de l'accompagnement évidemment managérial, et puis donc à toute la reconnaissance que ça a pu induire derrière, du fait d'abord de s'intéresser à elle, du fait d'investir des moyens financiers, pas seulement sur les plateaux techniques, mais aussi sur finalement cette capacité d'être un hôpital accueillant, de manière à pouvoir dire votre métier, il est important, il a du sens et il participe de l'expérience patient. Vous êtes le point d'entrée, vous êtes aussi le point de sortie, puisque c'est aussi par là qu'on passe pour régler la facture le cas échéant. Et donc, votre rôle, il est déterminant dans finalement toute cette chaîne de valeur qui est celle donc de l'expérience patient. Et puis sur la maternité, je ne vais pas m'y éterniser pour respecter le timing. Même dispositif, transformation des lieux, transformation aussi de comment on travaille sur cette dimension d'accueil, et à la fois toujours dans cette réciprocité de comment je prends soin à la fois des professionnels et comment je prends soin des patients. Voilà, là l'écran c'est dans un autre métier que j'ai pas le temps d'aborder, qui est le logement social. Et je vais m'arrêter là, je pense que je suis à peu près dans le timing, Ama. Ouais, super. Merci beaucoup, Benoît, de cet effort déjà de respecter le timing, de ces éclairages que tu nous apportes et qui vont clairement s'avérer, à mon avis, complémentaires de ce que Alice a prévu de partager avec nos participants. Alors, j'en profite aussi pour dire à tout le monde que vous pouvez nous poser vos questions à Benoît, Alice et moi, et nous nous efforcerons d'y répondre dans le temps imparti. Donc, n'hésitez pas à utiliser le dispositif qui vous permet de le faire en ligne. C'est vraiment fait pour ça. L'enjeu, c'est qu'on puisse consacrer en fin de séance un bon quart d'heure pour répondre à toutes vos questions. Alors, il est temps pour moi de passer à la présentation d'Alice. Oui, écoutez, bonjour à tous. Merci Ama de m'aider avec le diaporama. En fait, je pense que nous sommes, Benoît et moi, effectivement en complémentarité, même si vous allez le voir, je vais essayer d'utiliser des vocables qui sont cousins de l'éthique du care et d'un certain nombre de notions que Benoît vient de mentionner, mais qui sont quand même un petit peu différentes et que peut-être vous allez reconnaître, et je voudrais vous en donner une perspective critique. Ces termes sont ceux de maltraitance, bien-traitance, et puis le sujet du jour, donc bien-être au travail, et avec son cousin proche qui est la qualité de vie au travail, mais c'est peut-être pas tout à fait pareil. Alors, je voudrais vous commencer par vous situer comment est-ce que je perçois un écosystème maltraitant, un écosystème bien traitant et un écosystème de participation. Parce que d'emblée, je voudrais vous dire que cette question pour moi du bien-être au travail, de la qualité de vie au travail se situe non pas comme une faculté personnelle, on le sait tous, mais dans une approche systémique, et que dans cette approche systémique, j'ai discerné 3 paysages que j'avais envie de partager avec vous. Le premier paysage, celui de la maltraitance, est défini par un terme, celui de subir. Le deuxième, celui de bien-traitance, qui s'est aventuré dans le paysage de la santé et des soins récemment, que je qualifierais autour du terme d'échanger. Et le troisième, que j'essaierai d'explorer avec vous très rapidement, autour du terme de participation et de co-construction. Et bien évidemment, j'essaierai de voir où est-ce que l'expérience patient pointe son nez dans tout ça, et le bien-être au travail, puisque c'était le sujet du jour. Premier paysage, si Ama veut bien le partager avec vous, celui de la maltraitance. Vous allez voir qu'à mon avis, dans le paysage de la maltraitance, il n'y a pas un vainqueur et un vaincu. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'environnement professionnel où les uns et les autres se désolidarisent. Disons que, pour résumer, nous aurons un patient ou un usager, comme vous voulez l'appeler, qui sera un objet de soin, un objet d'attention et non pas un sujet. Un professionnel qui ne sera pas plus reconnu, qui, quand on essaye d'interroger les professionnels qui sont dans ces univers, se qualifiera par exemple par le terme familier de pion. On est des pions, on nous met là, on nous déplace, on nous demande ci, on nous demande ça, voilà. Donc passivité aussi, tout à fait, comme vous le voyez. Nous avons des familles qui sont placées alternativement dans la position de spectateurs et d'otages. Elles sont elles aussi prisonnières, Ama parlé tout à l'heure, de cet écosystème.
Que font là-dedans les associations de patients? Heureusement qu'elles sont là. Elles ont une fonction qui est formidable, mais enfin qui est quand même insuffisante, qui est une fonction d'alerte et une fonction de soutien, une fonction de recueil des difficultés, une fonction d'empathie bien sûr, mais finalement quelque chose qui est de l'ordre qu'on pourrait résumer comme le curatif. Les représentants du personnel maintenant, toujours dans l'idée d'avoir un écosystème en entier, sont en position, si on essaye de regarder un peu comment ça se passe, de défense. Et de défense de quoi? Des conditions de travail. Donc, vous allez avoir des crispations autour d'un certain nombre de choses qui peuvent être des horaires, des tenues, des repas, des aménagements des locaux, etc., etc. Vous voyez que Benoît et moi, on commence déjà à se parler. Et puis, vous aurez enfin des financeurs et régulateurs de l'action qui seront placés comment? Eux aussi en situation passive, récepteurs d'alerte et organisateurs de suivi d'inspection-contrôle avec des mesures correctives imposées et suivies. Je pourrais continuer comme ça, j'aurais pu mettre la HAS, les forces de l'ordre, mais enfin, je m'en arrête là pour ce premier paysage. Bien sûr, c'est très schématique. Deuxième paysage, nous essayons d'avancer un petit peu et nous essayons de progresser. Et je voudrais vous le situer autour de la bientraitance, mais je pense que ce n'est pas complètement loin du Caire. Le patient ou l'usager est un acteur de la prise en charge. On considère qu'il faut, par exemple, travailler avec lui, qu'il faut écouter ses besoins, ses demandes. Le professionnel est en interaction et lui aussi, il est amené à se prononcer sur telle ou telle chose que propose son encadrement. La famille de même, et par exemple, on est dans des sujets autour de recueil de la satisfaction classique. Les associations de patients ont une place, bien sûr, elles sont associées à la régulation par des instances internes qui, vous le savez, sont obligatoires et on pourra y revenir, marchent plus ou moins bien. Les acteurs du dialogue social sont aussi des partenaires dans tout ça et ils sont impliqués dans, finalement, c'est le pendant de tout à l'heure, l'amélioration des conditions de travail. Enfin, les financeurs sont placés en organisation et impulsion pour que la démocratie en santé soit vivante et réelle et qu'on ne soit pas simplement dans des mécanismes obligatoires d'avoir un espace mis en place. Troisième pas, et je voudrais que nous tendions tous vers celui-ci, c'est celui de la participation. Vous avez bien entendu, je pense qu'il y a une manière d'aller après la bientraitance et si vous voulez, je vous expliquerai pourquoi. Dans cette expérience, dans ce paysage, le patient ou l'usager est un partenaire et nous voilà avec quelqu'un qui a en effet une expérience qui se respecte et qui co-construit avec les professionnels. De même, le professionnel est aussi un partenaire, il n'est pas quelqu'un qui est censé lever la main au fond du couloir. La famille, il en est de même. Alors, les associations de patients, elles ont un rôle beaucoup plus créatif, actif, beaucoup plus pionnier. Elles vont être à l'initiative de constats, d'actions, parfois d'actions de recherche, d'investigation. Elles vont proposer des espaces. Je pense à certaines enquêtes, par exemple, de Rénalou au moment dans cette crise du Covid, autour de ce qui se passe pour les patients greffés. Mais on pourrait aussi citer, par exemple, la plateforme Cancer ad Homme sur la prise en charge du cancer à domicile. Et il y aurait bien d'autres choses. Alors, vous voyez bien là qu'on est très loin de la CDU où des personnes s'asseyent parce qu'elles sont censées le faire et essayent de participer à un débat qui est bien sûr très important localement. Comment est-ce qu'on pourrait tracer des lignes nouvelles? On a des professionnels dans une autonomie, dans une déconcentration avec, je reprends le terme de Benoît, du pouvoir d'agir et des instances représentatives qui ne seront plus dans les conditions de travail, mais dans la co-construction d'une démarche de qualité de vie au travail. Et on n'est donc pas tout à fait dans les mêmes vocables, même si tout ça est une continuité. Enfin, quel est le rôle des pouvoirs publics ici? C'est un facilitateur. On n'est pas dans l'inspecteur, on n'est pas dans le régulateur qui impose des processus, on est et l'inspecteur des travaux finis, si je puis dire, on est dans le facilitateur de toutes les initiatives citoyennes en faveur de la santé communautaire intégrée, c'est-à-dire qu'on est dans une démarche où le financeur a compris que tout ne se passe pas à l'intérieur de l'hôpital et que co-construire la santé, c'est évidemment saisir les occasions que proposent les citoyens, que ce soit dans le cœur d'un hôpital, comme des espaces de dialogue, des maisons des usagers habitées par des associations, mais que ce soit aussi d'autres formes d'accompagnement après que les patients aient quitté l'hôpital. Voilà ces trois étapes que je voulais vous tracer et rassurez-vous, je vais revenir au sujet du jour.
Il me semble que la qualité de vie au travail, quand elle essaye de dialoguer avec la bientraitance, elle se fonde sur, non pas la douceur, béni oui oui, là encore je rebondis sur ce que disait Benoît tout à l'heure, mais sur la possibilité de conflit. En fait, pour reprendre les mots de Yves Clos, qu'est-ce que c'est que la qualité de vie au travail ou la bientraitance ou le travail qui n'est pas empêché, pour reprendre les cliniciens du travail, eh bien, c'est des équipes qui peuvent être en conflit les unes avec les autres, mais une conflictualité travaillée, apaisée, pour discuter de ce que c'est que le travail bien fait, y compris dans l'urgence, y compris quand il y a des conditions insensées de contraintes pour les professionnels comme pour les personnes. On pourra y revenir si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que co-construire en temps de crise? Eh bien, c'est certainement pas, en tout cas, ce qu'on a fait dans bien des cas. On a congédié les patients et les professionnels et tout le monde est devenu mécanicien. Alors, dans certains cas, les professionnels avaient des marges de manœuvre extraordinaires puisqu'on ne savait pas où on en était dans ce Covid. Donc, ils ont avancé, ils ont créé, ils ont inventé. Mais on est aussi, et on a vu aussi des professionnels et des personnes complètement prisonnières et incapables d'inventer comment faire face à ça. Le bien-être au travail, pour reprendre le titre que Ama nous a proposé, je pense que c'est une correspondance avec le sentiment d'accomplir une mission qui est en résonance avec son image de soi, avec son image de son métier, et puis je ne reviendrai pas sur l'éthique du care. Pour reprendre les mots du philosophe Hartmut Rosa, qui a proposé cette notion de résonance, voici ce qu'il dit. La résonance, c'est, je cite, un rapport cognitif, affectif et corporel au monde dans lequel le sujet, d'une part, est touché par un fragment du monde et où, d'autre part, il répond au monde en agissant concrètement sur lui, éprouvant ainsi son efficacité. Autrement dit, il y a quelque chose qui relie, et c'est ce donner-recevoir, mais j'irai plus loin, donner-recevoir-rendre. C'est cette circularité de la relation qui fait que, par exemple, un patient contribue en se levant à moitié pour que ce soit moins lourd la toilette et le geste pour le soignant, et qu'à son tour, le soignant remercie le patient de cette contribution qui est un acte, qui est un cadeau du patient, et le soignant, ayant remercié, le patient reçoit ce remerciement. Donc, vous voyez bien qu'on a quelque chose de circulaire. C'est comme si vous voulez une harmonie musicale, et quand l'harmonie musicale n'a pas lieu, eh bien on est dans l'extrême inverse. La maltraitance, le sentiment de maltraiter, est l'une des plus grandes sources de souffrance professionnelle, de décrochage professionnel, de burn-out et aussi de décrochage pendant les études infirmières, les études médicales. Les étudiants et Ama Quevi, qui a travaillé sur ces questions, le savent bien. Alors, diapo suivante, comment faire? Comment faire? D'abord, appeler un chat un chat. Et je voudrais vous proposer cette actualité qui va être annoncée par les ministres Brigitte Bourguignon, Sophie Cluzel, Adrien Taquet et Olivier Véran le 19 avril prochain. Donc, ce n'est pas encore en ligne, mais c'est imminent. Une conférence de consensus a permis d'identifier ce que c'est que la maltraitance. Alors, il y avait 1000 définitions. Celle-ci n'est peut-être pas parfaite. Elle sera révisée dans les 3 ans, mais elle est issue d'1 an et demi de conférences de consensus avec tous les acteurs, les personnes soignées, les ordres professionnels, les syndicats salariés, bien sûr, les agences régionales de santé, les départements, des professionnels de terrain, de services infirmiers, d'hôpitaux, d'établissements médico-sociaux, et puis également des avocats, des magistrats et des associations d'aide aux victimes, pour ne citer que. Voici la définition, et quand je vous dis « il faut appeler un chat », c'est bien parce que je crois que taire est une source de souffrance. Il y a maltraitance d'une personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux et ou à sa santé, et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Vous voyez que c'est cumulatif, il y a atteinte et cette atteinte intervient dans une certaine relation. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations.
Il faut commencer par nommer et par identifier. Les soignants ne sont pas des imbéciles, les professionnels de santé, les kinés, les médecins de ville, quand ils travaillent et qu'ils font n'importe quoi, ils le savent, ils le sentent, et on est à l'opposé de cette résonance dont nous parlait Hartmut Rosa. Comment faire? Je vais vous donner absolument pas des grandes clés, mais des petites idées, et c'est ma dernière diapo, j'en finirai là. Il faut faire confiance. De toute façon, c'est comme ça qu'il faut faire, on le sait. La méfiance ne résout absolument rien. Je sais, c'est facile à dire, je ne suis pas en pleine action face à des patients Covid. Je suis bien la première à vouloir le reconnaître. N'empêche qu'il faut quand même faire confiance aux acteurs pour résoudre et innover. Alors, on pourra revenir sur le Covid si vous voulez, mais je voudrais là vous donner 4 petits outils tout simples. Le premier, c'est demander à des étudiants, infirmiers ou assistants sociaux de recueillir la satisfaction des patients et des professionnels en modalité d'enquête qualitative. Vous avez des stagiaires, évidemment, ils ont plein de choses à apprendre. Pourquoi pas leur apprendre la perspective patient et la perspective professionnelle? Vous voyez, c'est tout simple. Alors, on pourrait imaginer d'ailleurs avec AMA de vous proposer des outils pour pas que vous vous aventuriez au hasard. Et bien sûr, il faudra suivre les guidances de la Haute Autorité de Santé sur le recueil de la satisfaction. Deuxième proposition, des échanges avec les patients et leurs représentants sur les résultats de cette enquête. Ah oui, parce qu'une fois qu'on a identifié, parce qu'encore une fois, il y a toujours un intérêt. Et j'ajouterais, vous imaginez bien, en résonance, des échanges avec les représentants du personnel de façon en miroir. Et pourquoi pas imaginer des tuteurs patients pour les nouveaux professionnels? Il y a des gens qui prennent leur poste, parfois leur référent est bien occupé, parfois leur référent, ils en ont un petit peu peur, et pourquoi pas un patient ou un représentant d'association pour être aussi présent auprès de ce professionnel et lui donner des petits trucs et lui donner des petits tuyaux. Et si ça bloque quand tu es en relationnel avec un patient, qui je vais voir? Mon tuteur professionnel ou mon tuteur patient? Peut-être que les deux pourraient être combinés, conjugués. Petite idée. Et enfin, dernier point, et ça c'est à mon avis essentiel dans ce qui nous intéresse du bien-être, c'est que tout cela doit être intégré dans une culture, Benoît l'a dit, managériale. Ça veut dire qu'il faut des outils des ressources humaines qui entrent, je le dis à nouveau, en résonance avec cette nouvelle culture de dialogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est parler dès le recrutement et que ce n'est pas un truc accessoire. Ça veut dire qu'on a des formes de mise en condition et d'intégration. Je viens de vous parler des tuteurs, comme on parle des tuteurs professionnels, de stagiaires. Et enfin, l'évaluation. Je vous propose un tout petit truc mis en place par un hôpital, qui est que à chaque évaluation annuelle, on demande aux professionnels « Qu'avez-vous appris des patients cette année ?» On demande aux cadres « Qu'avez-vous appris de vos collaborateurs ?» Et on demande au directeur « Qu'avez-vous appris de vos collaborateurs ?» Nous renversons l'apprentissage parce que nous savons bien que les patients ont des savoirs expérientiels et que les étudiants et que les professionnels aussi. Cette nouvelle culture du bien-être de tous, c'est une culture de la résonance, mais elle passe par des outils managériaux précis et installés. Merci à tous. Merci à toi, Alice. Effectivement, c'était fort intéressant d'entendre la déclinaison des 3 paysages, hein, la maltraitance, la bientraitance et ce que tu as amené autour de la participation et de la co-construction. Ça entre vraiment bien en résonance avec le sujet qu'on avait posé aujourd'hui, à savoir le bien-être au travail, au fond, et les implications, les répercussions que ce bien-être au travail peuvent avoir sur les patients. Mais c'est par ce bout que j'ai envie de vous redonner la parole à Benoît et à toi. On n'a plus besoin pour l'instant de ces supports, donc on va s'en séparer. Et évidemment, on va bientôt revenir sur les questions que nous pose notre public et nos participants. Mais question à tous les deux. Au fond, vous avez l'un et l'autre exploré tout ce qui va toucher à la manière dont les professionnels de santé conçoivent leur métier, la notion de résonance qui était aussi présente dans le propos d'Alice que dans celui de Benoît. Donc, on parle aussi de congruence, parfois, être bien avec soi-même pour être bien avec les autres. Et c'est vraiment ça qui est la question du jour aujourd'hui. Est-ce que ce bien-être au travail a des conséquences directes, mécaniques, automatiques sur la bonne prise en charge des patients? Et c'est là que, pour nous qui nous intéressons à toutes les composantes de l'expérience patient, c'est intéressant de décortiquer les liens qu'on peut faire
particulièrement dans cette période tendue qu'on connaît dans beaucoup de nos structures de santé. Et donc, voilà, je vous retourne cette question. Le bien-être au travail, des soignants en particulier, des professionnels de santé en général, a-t-il mécaniquement des conséquences sur le bien-être et l'expérience des patients? Je pense qu'il n'y a rien de mécanique dans le soin et que quand ça devient mécanique, c'est très troublant et très perturbant. Ce que je peux dire, c'est que moi, des remontées que j'ai des soignants qui m'écrivent au titre de la présidence de la Commission nationale maltraitance-bientraitance sur leur souffrance de voir les visites interdites et qui se retrouvent en tension entre eux. Et je pense que c'est une des très grandes souffrances du Covid, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur les choses. Je vous ai dit tout à l'heure la conflictualité apaisée. Je pense qu'il n'y a aucun automatisme à ce que quelque chose qui crée quelque chose d'autre. Et je pense que toute initiative qui permet d'apaiser quelque chose peut se rigidifier, se calcifier et devenir une grille, un code, un automate, et que dans ce cas-là, ça perd en réalité sa capacité de mise en dialogue qui est espérée. C'est pour ça qu'on est toujours parfois en train de creuser des concepts nouveaux. Donc, je pense qu'il n'y a rien de mécanique. En tout cas, ce que je crois, c'est que la souffrance est systémique. Oui, peut-être en tout cas en complément, Ama, par rapport à ta question, je pense que la force finalement des métiers du soin et globalement de la relation à l'autre, c'est qu'on est inséré dans un faisceau de relations, d'une part avec une équipe, d'autre part avec un management et enfin et surtout, j'ai envie de dire, avec les publics qu'on sert. Et finalement, quand on regarde les enquêtes, plus les gens sont au contact quotidien des publics qu'ils servent, des bénéficiaires, et plus ils trouvent du sens en fait à ce qu'ils font. Et en général, plus ils sont engagés en fait dans leur métier. Alors évidemment, dans cet écosystème de relations, et on évoquait là, les uns les autres la résonance, concept d'Hartmut-Rosa. C'est vrai que évidemment que le plus fort enjeu, c'est la relation aux bénéficiaires. Maintenant, si en permanence les relations avec mes collègues qui sont fondamentales aussi, c'est-à-dire que là aussi il y a plein de métiers, même si le management n'est pas au rendez-vous, dès lors que l'ambiance de travail est bonne avec mes pairs et que encore une fois, ça globalement, je me sens utile, je peux comme le disait d'ailleurs très très bien Alice, trouver au quotidien le sens de ce que je fais, au sens où j'ai le sentiment de bien faire mon travail, alors ça va. Maintenant, si les trois se dégradent en même temps ou si deux se vont se dégrader en même temps, c'est là où ça devient en fait mécaniquement pour le coup très 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 compliqué. Donc au final, ça c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, la notion de care, elle dit d'abord prenons soin de nous-mêmes pour créer les conditions d'être en capacité de prendre soin des autres. Si vous êtes en souffrance, si vous êtes mal fichu, ça va être compliqué d'être attentif à vos enfants le soir. Et on le sait bien que les burn-out sont souvent des conséquences de situations où la ligne d'équilibre qui est toujours précaire entre la vie personnelle et professionnelle, en fait, devient très compliquée. Et quand vous avez le sentiment de ne pas être bien au travail et qu'en plus, vous, le soir, ça vient dégrader votre vie personnelle, là, évidemment, là, ça commence à devenir très compliqué. Donc, cette notion de care, elle est parfois mal comprise, mais j'intervenais ce matin sur le sujet avec des managers d'Orange. Je leur rappelais une image qui n'est pas de moi, qui est du directeur de Grenoble École de Management, Louis Croche. Je trouve la plus beau résumé qu'on puisse faire. Il dit, vous savez, quand on est dans un avion et qu'on nous rappelle les consignes de sécurité en cas d'incident, on nous dit, mettez d'abord le masque oxygène sur vous et ensuite sur les personnes qui vous accompagnent, vos enfants ou une personne peut-être en situation de handicap. Ce qui veut bien dire que si je ne fais pas ce geste, je risque en fait de m'évanouir et donc je ne peux pas prendre soin de ceux qui ont besoin que je prenne soin d'eux. Donc le premier geste, c'est de se protéger pour ensuite pouvoir protéger les autres. Et cette image, elle est extrêmement simple et compréhensible et elle est très forte et elle résume bien la notion de care, c'est-à-dire comment j'ai d'abord effectivement le souci de prendre soin de moi. C'est pas être égoïste, c'est pas être dans une posture. C'est là aussi où l'éthique du care, elle nous aide dans nos cultures judéo-chrétiennes peut-être, parfois à couper des ponts et à se dire il n'y a pas rien entre l'altruisme et l'égoïsme. Et c'est une manière de voir le monde un peu courte. Il y a quelque chose et c'est je prends soin de moi et des autres. Et ça va en même temps parce que si je suis pas dans l'attention à moi, je peux pas être suffisamment dans le bon niveau d'attention à l'autre et réciproquement. Et ça veut dire, et la maltraitance, il faut aussi la poser dans le principe de réciprocité, c'est-à-dire que les autres me doivent aussi évidemment de la bientraitance. Et ça, on sait que c'est évidemment compliqué. Je ne vais pas aller sur le terrain d'Alice, mais pour avoir fait un travail qui était en marge de ce que
porter, Alice, c'est-à-dire pour des conducteurs accompagnateurs qui s'occupent de personnes à mobilité réduite et de personnes en situation de handicap psychique, d'aboutir à une charte en fait de bientraitance qui engageait en fait les deux parties prenantes. Parce que moi, en tant que chauffeur accompagnateur, je ne dois pas évidemment maltraiter les personnes que je transporte, et parfois elles sont compliquées dans leur comportement. Mais la personne que je transporte, même si elle a une déficience mentale, elle me doit aussi un minimum de respect et de considération, et a fortiori, elle ne doit pas porter atteinte à mon intégrité physique. Et d'installer aussi ce principe de réciprocité au bon niveau, c'est là où je trouve que, évidemment, il y a convergence dans ce qu'on porte, parce que la notion de care, elle invite mécaniquement cette notion de réciprocité. Et ça, c'est fondamental. C'est pas, encore une fois, une posture sacrificielle au service de l'autre, là aussi très judéo-chrétienne. C'est oui, je te dois, mais je me dois et tu me dois. Et si on n'est pas si on n'est pas au clair, et si on discute pas d'ailleurs, parce que moi j'aime beaucoup le sujet de dire il faut discuter, créer des espaces de dialogue. Si on n'est pas dans ce niveau de mise en perspective et de discussion, alors me semble-t-il, on fait un peu fausse route. J'aime bien cette notion de réciprocité que tu évoques. Mais ce que j'ai entendu à la fois dans ta réponse, Benoît, et dans celle d'Alice, c'est pas mal de choses autour de ce que je peux faire moi en tant que professionnel de santé. Moi, ce que j'entends beaucoup depuis qu'on travaille ces questions d'expérience patient, c'est attention, en promouvant le bien-être du patient, en promouvant la nécessité de faire attention aux patients, il y a des choses qui sont un peu indépendantes de la volonté des professionnels de santé, qui sont dans leur environnement, qui sont générateurs de stress. Et bien sûr, je me faisais un peu l'avocat du diable tout à l'heure, il n'y a pas d'automaticité entre un stress qui viendrait sur les professionnels et un stress qui serait répercuté intégralement sur les patients. Sinon, on pourrait considérer que les professionnels de santé ne font pas leur travail. Leur profession, c'est en partie de conserver une partie de ce stress. Mais est-ce qu'on n'est pas parfois dans des injonctions qui peuvent apparaître paradoxales? C'est l'environnement vous maltraite, et ce n'est pas forcément les collègues, le manager, parfois c'est l'environnement, la tension, le trop plein de travail, le manque de remplacement, etc. Et à côté de ça, on vous dit, on érige la protection des patients, le bien-être des patients, la meilleure expérience possible pour les patients, et on crée peut-être aussi un déséquilibre difficile à gérer pour les professionnels de santé. Donc, c'est un peu sur ça aussi que je voulais vous entendre, sur cette situation assez inconfortable d'être entre le marteau et l'enclume. Il faut faire bien d'un côté pour les patients, et en même temps, autour de nous, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas et qui nous font mal en tant que professionnels de santé. Alice. Oui, mais je suis tout à fait d'accord qu'il y a des limites au pouvoir d'agir de chacun. Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Benoît sur la réciprocité telle qu'il la présente. Donc, je pense que la personne qui est hospitalisée ou en situation de handicap psychique est bien sûr en situation de réciprocité dans le sens don contre don, circulation. Ça, on est parfaitement en phase. En revanche, disons que je me méfie du côté droit et devoir parce que quand vous êtes hospitalisé, vous n'avez pas le même pouvoir d'agir et vous ne subissez pas de toute façon la même situation. Dans ce contexte-là, en tout cas, je trouve qu'il ne faut pas chercher la symétrie. Alors, pas du tout d'accord, j'ai peut-être été un peu vite, mais en tout cas, je pense qu'il faut faire très, très, très attention parce que le respect dû aux soignants doit être évidemment entendu comme, pour moi, une obligation de l'encadrement. C'est-à-dire que pour moi, l'encadrement régule. Quand un patient déconne, pourquoi déconne-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'on lui a fait mal d'abord? Est-ce que ça fait 3 jours qu'il veut voir sa femme et il ne comprend pas pourquoi? Etc. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, interroger cette souffrance qui fait violence et qui va créer cette violence. Autrement dit, pour moi, il n'y a pas un patient qui est au même niveau de responsabilité systémique dans l'hôpital que le professionnel de santé qui intervient auprès de lui, parce que l'un et l'autre n'ont pas le même pouvoir d'agir. En revanche, l'encadrement qui sait qu'il y a un patient violent avec le traitement pas régulé, etc., qu'est-ce qu'il fait le médecin là? Pourquoi il ne réagit pas? Là, il y a un sujet. Pourquoi est-ce que le cadre ne réagit pas et on voit toujours la même personne qui est sympa dans l'unité la plus difficile? Il y a un sujet. Donc, je pense que fondamentalement, par rapport à la bientraitance, pour réagir sur ce que disait Mohamed Gadi, que je remercie beaucoup de toutes ces questions, par rapport à la bientraitance, qui est une tentative de geste singulier dans le colloque singulier, il me semble que la participation, c'est quelque chose de beaucoup plus systémique et qui intègre les rapports de pouvoir et les tentations de pouvoir. Et les tentations de pouvoir, elles existent absolument chez tous. Il peut y avoir une ASH qui a envie de prendre un petit déj d'une demi-heure
plutôt que de 3 minutes. Et c'est son abus de pouvoir à elle, c'est-à-dire que pendant son temps, je ne parle pas de celle qui vient de subir quelque chose de spectaculaire, etc. Je parle de l'habitude installée, d'ailleurs, de laisser le reste du travail à ses collègues. Et ces inéquités-là sont, à mon avis, des sources de difficultés professionnelles. Benoît a parlé des pairs et je pense qu'il a parfaitement raison. Et là, il y a quelque chose à faire du côté de l'encadrement. Mais Ama va me répondre, ah oui, mais l'encadrement, le cadre, voilà, lui aussi, dans quel système est-il pris? Et effectivement, là, on fait face à un enjeu qui est colossal. Par où on commence? Quelle est la première pierre? Et la première personne qui essaye la réciprocité, si les autres n'y vont pas du tout, ça va devenir le benet du coin qui est un peu gâteux, qui est un peu sympa, qui en fait plus que les autres, etc. Et ça ne prendra pas. Donc, on est bien avec le défi d'une culture systémique. Ce qui est notre considérable atout dans cette culture systémique, je crois qu'Amal sait mieux que personne, c'est que dès qu'on commence, ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien d'écouter plus l'autre, ça fait du bien d'écouter plus ses collaborateurs, ça fait du bien d'avoir une réunion d'équipe qui se passe bien, où les gens ne passent pas leur vie sur leur portable ou à s'engueuler ou à être dans le commentaire du vol dans les vestiaires, excusez-moi d'être trash. Et donc, on a cet immense bénéfice que la personne humaine s'épanouit dans cette affaire-là. Donc, on a quand même une polarité qu'on peut espérer aspirante. Par ailleurs, je voudrais répondre à la personne qui, dans le chat, a dit qu'au fond, pour le moment, on est dans une telle période de crise que, en réa, voilà, on est juste occupé à sauver. Et puis, pour être en résonance, ça sera plus tard. C'est pas du tout ce que je constate. Moi, j'ai des équipes soignantes absolument déchirées entre celles qui voudraient faire du cas par cas, permettre à des familles de venir voir leurs proches et pas la dernière heure quand ils sont en train de gasper dans l'agonie, mais avant. Et j'ai d'autres équipes qui sont dans des réflexes beaucoup plus sécuritaires. Et ces affrontements de valeurs, ils sont maintenant, alors que tout le monde est dans la situation sanitaire que l'on croit. Donc, je ne crois pas que cette visée de sauver empêche les différenciations de manière d'habiter comment nous sauvons. Et pour prendre cet exemple très, très brûlant, à quel moment nous laissons un proche venir voir un patient? Est-ce qu'il y a du cas par cas ou est-ce qu'il n'y en a pas? À ce propos, Alice, merci de soulever cette question qui est complètement d'actualité. L'IFEP, l'Institut français de l'expérience patient, a mobilisé les sociétés savantes de réanimation, donc la SPHAR et la SRLF, pour les interpeller et leur demander, effectivement, alors qu'on constate des disparités dans l'accès des proches aux patients hospitalisés pour Covid, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un certain nombre de principes qu'on peut édicter pour favoriser des visites qui sont indispensables à ces familles, indispensables au bien-être des patients, indispensables aussi à ceux qui les soutiennent et qui sont trop souvent maintenus à l'extérieur. Et donc, dans quelques jours, on va pouvoir, grâce à ces sociétés savantes, grâce à une association de proches, mettre à disposition des recommandations qui seront diffusées à l'ensemble des réas sur le territoire et favoriseront, on l'espère, un accès systématique des proches, alors qu'aujourd'hui, il est complètement hétérogène d'un établissement à l'autre. Il y a Quentin Schoenvert qui, depuis la Belgique, nous dit « Depuis le début de la crise du Covid, les institutions de soins constatent une augmentation de la violence envers les soignants. Est-ce que, Alice, Benoît, c'est quelque chose que vous constatez aussi? Et est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe que ces violences augmentent en période de crise alors qu'on a le sentiment que la population n'a jamais été à ce degré d'empathie vis-à-vis des professionnels de santé qui sont mobilisés pour sauver des patients dans cette crise terrible que nous traversons? Il me semble que les Français n'applaudissent plus. C'est une catastrophe, ça. Alors que les soignants sont complètement crevés, voilà la résonance qui s'arrête. Alors qu'on était tous à nos fenêtres en mars dernier, maintenant que les équipes sont éprouvées dans la durée et que c'est infiniment plus fatigant, plus difficile de tenir avec cette incertitude qui n'en finit pas et ses variants, c'est maintenant qu'on n'applaudit plus. Donc moi, je trouve que là, sur ce coup-là, voilà un décrochage de résonance qui est catastrophique. Et je pense que le décrochage de résonance, c'est ça qui se produit à tous les niveaux et qui fait proliférer et la violence contre les soignants, parce qu'au fond, il y a eu une première étape de sidération avec une immense, j'allais dire, acceptation et admiration. Et aujourd'hui, on est dans une conscience collective qui a perdu des proches sans les voir,
qui n'a pas compris certains arbitraires, qui n'a pas pu être partie prenante. On a une société civile qui se réveille et qui ne comprend pas et qui se tourne vers ceux qui ne sont absolument pas les responsables de cette situation, c'est-à-dire les soignants, entre guillemets, de première ligne. Comme tout à l'heure dans le chat, je voyais quelqu'un qui disait une famille interdite de visite et c'est le soignant, entre guillemets, qui est là, qui se retrouve à le gérer, alors que le médecin qui a prescrit ou qui a autorisé ou pas autorisé, lui n'est pas disponible. Donc là, on a une question, c'est où est la résonance entre le médecin et son équipe soignante? Et prendre une responsabilité, c'est effectivement être là avec ceux qui en assument les conséquences, je dirais, de premier contact. Donc, à mon avis, Ama, non, nous ne sommes pas dans une empathie de la population avec les soignants. Je pense que nous avons été dans une admiration sidérée et maintenant nous sommes dans un effroi de mauvaise humeur. Et donc, nous ne sommes pas en phase. Nous avons un devoir, nous, société civile, envers les professionnels de santé que vous êtes tous, qui est infiniment plus grand que ce que nous imaginons et certainement pas résolu par l'argent. Et là, le Ségur, c'était pas ça. C'est pas le Ségur qu'il nous fallait. Il nous faut de la considération pour ces métiers. On comprend rien d'ailleurs à la distribution de il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas, etc. C'est pas du tout lisible et c'est pas de la mise en résonance citoyenne. Et donc cette prolifération de violence que l'on constate, moi, elle ne m'étonne pas du tout. Et c'est à nous. Et c'est pour ça que j'ai dit nommer la maltraitance et ensuite s'y attaquer, nommer, redialoguer et guérir nos blessures, y compris les rancœurs dans les équipes entre ceux qui ont eu la prime et effectivement ils étaient là et ceux qui ont eu la prime et en fait eux ils ont passé les quelques temps de la maladie pas du tout sur le terrain. Et ces rancœurs-là, il va bien falloir les nommer et les surmonter. Benoît, il y a un concept qu'on n'a pas entendu. Tu as parlé tout à l'heure de réciprocité et on a vu la réaction que ça a suscité chez Alice. Il y a un concept qu'on entend également souvent, c'est celui de la symétrie des attentions. Je sais que tu connais bien ça. Est-ce que tu peux nous en dire juste un mot? Oui, tout à fait. Juste en complément par rapport à ta question précédente, moi j'observe le même. Je suis pas un spécialiste des soins puisque j'interviens dans plein de domaines différents, notamment le logement social. Et en fait, là aussi, la pandémie depuis 1 an, parce qu'on est face à un public précarisé qui l'est de plus en plus, avec la montée du chômage et évidemment le chômage partiel et puis la fin des CDI, la fin de l'intérim, enfin beaucoup de phénomènes qui ont été extrêmement brutaux font que il y a des publics qui sont fragilisés sur le plan social et économique et donc les tensions, tous les bailleurs sociaux me le disent aujourd'hui et donc des gens qui sont en situation de ne même pas vouloir ouvrir en fait une agence pour recevoir du public parce que ils savent comment ça va se passer et que à peine l'agence ouvre-t-elle qu'il y a déjà 50, 100, 150 personnes devant la porte. Donc en fait, c'est pas un phénomène qui est tout à fait surprenant et malheureusement et là aussi on pourrait dire bah oui mais voilà vous êtes accompagné, vous avez un logement social, vous avez des équipes qui sont là pour vous servir, mais in fine il y a la même montée finalement des incivilités, voire de tensions, voire même d'actes de violence. Je referme la parenthèse. Oui, la symétrie des attentions, mais en fait le sujet c'était pour revenir à l'expérience patient et à l'expérience collaborateur, là aussi de pousser tellement, tu disais un petit peu tout à l'heure, le curseur dans finalement le patient ou le client dans d'autres registres ou le locataire dans l'exemple que je viens d'évoquer, et quelque part l'effet un petit peu mais et moi quoi, et moi. C'est bien d'avoir ce niveau d'exigence, c'est bien de vouloir améliorer le parcours des publics que l'on sert, etc. Mais moi j'ai aussi un certain nombre de sujets, moi j'ai un certain nombre d'irritants. Et on le voit bien à l'hôpital, et je prenais cet exemple souvent d'un hôpital que je citerai pas où, comme partout, se posait la question en fait du stationnement, qui est quand même un des irritants majeurs des visiteurs notamment. C'est compliqué, c'est trop cher, et donc de se dire comment je m'attaque à cet élément-là du parcours. Et finalement de trouver des solutions, mais des solutions à destination des patients, mais pas des soignants. Et donc les soignants en disant mais et nous quoi, parce que nous aussi on vient aussi en voiture et nous aussi c'est compliqué de se garer quoi. Donc on voit bien que de facto ça entraîne en fait un juste retour des choses, si je puis dire, un sentiment de 2 poids 2 mesures pour le dire un peu clairement, et que donc dès qu'on est sur le sujet que tu portes au sens de l'expérience patient, ça embarque nécessairement, et c'est ça la symétrie des attentions, l'attention qu'on a aussi pour ceux qui les servent en fait au quotidien. Donc on est dans cette quête d'équilibre et effectivement avec voilà cette notion de réciprocité. Certes, je rejoins Alice parce que l'éthique du care,
elle insiste aussi sur cette notion de pouvoir que j'ai sur l'autre quand il est vulnérable. Ça, Alice, on est d'accord là-dessus. La nuance que j'ai apportée, moi, elle était managériale, juste pour refaire le lien avec tout à l'heure et avec ce que je viens de poser là. C'est-à-dire que je pense qu'on peut pas embarquer les gens. Et typiquement, dans l'exemple que je citais autour de la bientraitance et de la charte de bientraitance, je pense qu'on n'embarquait pas des chauffeurs accompagnateurs si on n'était pas dans ce registre-là. Parce que pour eux, c'était pas possible, quoi. Donc leur dire oui, vous devez, attention, on était alerté, il y a des actes de maltraitance, on a des remontées, c'est pas normal. Certes, il faut qu'ils l'entendent, mais eux avaient aussi besoin d'exprimer ce qu'ils vivent. Et franchement, les histoires qu'ils racontaient, c'est juste incroyable. Et voilà. Et c'est juste pour moi, en fait, voilà, c'est un acte de management pour embarquer, pour faire progresser le système, de dire, bah oui, effectivement, il faut aussi tenir compte de ça. Parce que je pense qu'autrement, c'est compliqué. Et voilà, juste pour reboucler avec ta question, Ama, oui, je ne crois pas qu'on puisse travailler le sujet qui est au cœur de l'institut que tu as fondé, que tu diriges, l'expérience patient, si on ne pose pas en miroir, en symétrie, la question de l'expérience collaborateur au sens très large. Bon, on aura commencé à dresser quelques lignes directrices aujourd'hui et évidemment, je vous en remercie tous les deux. Il y a quelqu'un sur le forum qui disait d'ailleurs le bien-être au travail des soignants, oui, mais il y a aussi tous les non-soignants, les personnes qui sont parfois d'ailleurs non-soignants en contact avec les patients, parce que ça arrive, hein, les personnels administratifs au bureau des entrées ne sont pas considérés comme des soignants, pourtant ils sont en première ligne pour interagir avec les patients, et puis tous ceux aussi qui sont en back-office, dont le rôle a des répercussions sur ce que vont vivre in fine les patients. Donc c'est vrai que c'est toute une communauté. Je remercie la personne qui a fait cette remarque de nous le mentionner. Il nous reste 1 minute pour conclure ce webinaire. Ce que je voudrais, c'est, dans un dernier mot, donc nécessairement très bref, Alice et Benoît, vous nous disiez, pour vous, voilà, peut-être au niveau managérial, organisationnel, quelles mesures peut-on prendre justement pour favoriser une adéquation entre ce bien-être recherché pour les personnels et qui aurait, on l'espère, les conséquences les plus favorables sur ce que vont vivre les patients. Alice. Écoutez, je pense qu'il faut faire confiance, je l'ai dit, et je pense qu'il faut trouver un truc pour essayer de se mettre en situation d'écouter l'expérience de celui qu'on n'écoute pas d'habitude. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur le tuteur patient et qui a été beaucoup interrogé dans le chat. C'est ce que j'essayais de dire aussi sur les outils RH qui demandent au DG ce qu'il a appris de ses collaborateurs. Ou à un entretien individuel annuel qui demande aux professionnels qu'est-ce qu'il a appris des patients, amener tout le monde dans le système à conscientiser ce qu'il reçoit comme cadeau de compétences, d'intelligence de l'action par rapport aux personnes dont il n'a pas l'habitude de considérer qu'il apprend d'elles. Il faut défaire nos codes d'enseignement classique et il faut faire le pas de créer des outils qui systématisent la question à chacun. Qu'est-ce que tu apprends, non pas de ton prof, mais de quelqu'un qui, a priori, est quelqu'un qui dépend de toi. Et je pense que cette inversion du paradigme, qui est aussi celle, Ama le sait bien, tu le sais bien, de Associons nos savoirs, cette inversion-là est, à mon avis, une des clés très profondes du changement de culture qu'on cherche à faire. Merci beaucoup, Alice. Benoît. Moi, j'ai le sentiment, je le dis avec beaucoup de modestie, que dans la culture hospitalière, c'est quand même, je me rends compte, compliqué d'introduire le principe de symétrie des attentions. C'est-à-dire que est quand même installé l'idée que, de par le statut, de par un certain nombre d'éléments, finalement, on prend soin. On prend soin des soignants. C'est une donnée. Et donc, moi, je l'ai mesuré. Dès lors qu'on dit, mais oui, sur tel projet, d'accord, ça c'est bien côté patient, mais qu'est-ce qu'on fait côté soignant, côté collaborateur au sens large? Ah, mais bref, en gros, on en fait déjà assez. Et je crois qu'il y a quand même une espèce de frein culturel, je ne sais pas comment le qualifier, Ama, mais de quelque chose qui tient de l'ordre de l'impensé, considérant que, et qui fait que, au final, et parfois les équipes attendent peu de choses. Moi, je suis très
comment dire, marqués par ce que j'appelle les petits marqueurs attentionnels, vous savez, une cafetière de qualité qui permet d'avoir une salle de pause, on boit juste un bon café. Des choses très simples. Parfois, les équipes demandent des choses extrêmement basiques, mais en fait, on voit bien que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la symbolique, c'est la considération, finalement, dont parlait Alice, qui s'exprime de plein de manières différentes. Et quand les équipes dont je parlais pour finir de l'accueil disaient, mais vous savez, M. Mérandin, le matin, quand il passe, les médecins ne nous saluent pas, on était dans une violence finalement symbolique très forte. Et à l'issue du projet, d'entendre des professionnels me dire, vous savez, désormais, les gens, quand ils passent, ils viennent nous saluer, puis ils nous disent, waouh, quel environnement de travail, et de sentir cette considération. En fait, c'était le non-dit de tout le projet. Moi, je l'ai compris très vite en discutant avec quelques-unes de ces femmes qui avaient en charge l'accueil, qui m'avaient raconté l'histoire comme ça, quoi. Et tout le sujet, c'était de travailler sur la considération. Et finalement, c'est passé par des petites choses et pas par des investissements colossaux. Mais dès lors qu'elles ont senti qu'il y avait quelques marqueurs attentionnels qui leur disaient, si on s'intéresse à vous, vous êtes aussi important dans l'histoire globale de l'hôpital, effectivement, on fait pivoter les choses. Voilà. Donc, je crois que c'est le mot-clé, c'est considération. Et effectivement, je pense que l'histoire des primes, des machins, je veux pas, voilà, évidemment, je suis d'accord avec Alice. De ce côté-là, et effectivement. Voilà, le sujet, c'est autre chose, quoi. Et ça passe effectivement, voilà, par toutes les formes de considération. En tout cas, moi, je suis aligné avec ce que je raconte sur le care et la reconnaissance. Et là, c'est pour le coup, c'est pas Rosa, c'est Axel Honneth et toute sa philosophie de la reconnaissance qui est pour moi une source d'inspiration tout aussi forte que le care. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup, Alice. On retiendra écoute, en particulier de ceux qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, et considération comme deux pistes pour explorer cette belle question qu'on a évoquée aujourd'hui, le bien-être au travail des personnels et ses conséquences sur l'expérience patient. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les deux, à inviter nos participants à suivre notre actualité et notamment les prochains webinaires le mois prochain qui portera a priori sur les proms. Les proms, on m'en parle tout le temps. Qu'est-ce que c'est que les proms? Venez participer à notre prochain webinaire et n'hésitez pas à nous rejoindre, devenez membre de l'Institut, ce qui vous permettra d'ailleurs de jouer les prolongations. Donc, on va donner rendez-vous aux membres de l'IFEP sur un autre canal et on vous dit à bientôt. Allez, au revoir et à bientôt. Au revoir à tous, merci.